Il y a 80 ans, le 27 janvier 1945, les soldats soviétiques de l'Armée rouge libéraient le camp d'Auschwitz-Birkenau en Pologne, le plus important camp d'extermination nazie. Ils n'ont trouvé que 7000 survivants, maigres et malades, déjà aux portes de la mort. Les 60 000 autres détenus, encore capables de se déplacer par eux-mêmes, ont été évacués 10 jours plus tôt, lors des marches de la mort. Dès la fin de l'année 1944, conscients de l'offensive de l'Armée rouge, les nazis ont tenté de dissimuler les preuves de leurs crimes. Ils ont détruit des documents, démonté des bâtiments et dynamité des fours crématoires. Avant de prendre la fuite, les gardiens du camp ont fusillé 200 femmes juives. Ils n'ont pas pris le temps de combler les fosses communes où ils avaient entassé les cadavres. Entre 1940 et 1945, plus d'1,1 million d'hommes, de femmes et d'enfants ont perdu la vie à Auschwitz. Europe 1, au cœur de l'actu. Virginie Giraud. Les témoignages de celles et ceux qui sont revenus de l'enfer des camps sont donc extrêmement précieux pour ne pas oublier. En 2011, dans Europe 1 Soir, Henri Borland, survivant d'Auschwitz et de Birkenau, racontait son histoire au micro de Nicolas Poincaré. Votre histoire est absolument exceptionnelle. Si vous permettez, j'essaie de la résumer un petit peu. Le 15 juillet 1942, des soldats allemands viennent vous arrêter. Vous, votre frère de 17 ans, votre sœur de 21 ans, vous avez 15 ans à ce moment-là et vous êtes déportés au camp d'Auschwitz puis de Birkenau. Vous avez 15 ans à l'époque. 6000 enfants comme vous vont être déportés pendant cette deuxième partie de l'année 1942. Un seul va revenir, c'est vous. Destin exceptionnel, donc par la durée du temps que vous avez passé dans cet enfer des camps de concentration et du pire des camps de concentration. Et puis une histoire dans l'histoire, c'est que vous ne l'avez pas raconté ni à la Libération en 45, ni dans les années 60, ni dans les années 70, ni dans les années 80. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous n'avez jamais raconté à vos frères et sœurs ce qui s'était passé là-bas. Vous n'avez jamais raconté à vos frères et sœurs comment et quand votre père était mort, comment et quand votre frère et votre sœur étaient morts. Et vous vous décidez aujourd'hui à le raconter dans un livre qui sort au Seuil et qui s'appelle « Merci d'avoir survécu ». Vous allez nous expliquer pourquoi vous avez gardé le silence aussi longtemps, mais d'abord vous allez nous raconter sur quoi vous avez gardé le silence. Donc sur presque 3 ans à Auschwitz. On va pas pouvoir tout raconter, mais il faut que vous disiez aux gens qui nous écoutent ce que c'est, par exemple, que la sélection, c'est à l'arrivée, ceux qui partent vers les chambres à gaz et ceux qui n'y partent pas tout de suite. Alors la sélection à l'arrivée, c'était toujours la même chose. Les enfants, les femmes accompagnées d'enfants, soit qu'elles les aient sur les bras, soit elles tenaient les enfants par la main, les femmes visiblement enceintes, tout ça, on les faisait monter dans des camions qui attendaient sur la rampe. Les gens âgés, les malades, ceux qui avaient l'air mal en point, les boiteux, les bossus, etc. Et tout ça, cela mourait tout de suite. Et cela, les camions les menaient directement à la chambre à gaz et ils étaient exterminés le jour même. Quand on n'était pas sélectionné, ce qui a été votre cas, on se retrouvait dans des camps de travail, enfin dans des conditions de travail absolument épouvantables. Le froid en hiver, la chaleur en été. Vous dites que c'est la chaleur le pire? Parce qu'il n'y a pas de moyen de se défendre puisqu'on était toujours dehors, on ne pouvait pas s'abriter du soleil. En plus, on nous faisait faire des efforts très au-dessus de nos moyens. Il fallait toujours courir plus vite. Et on recevait des coups si on n'allait pas assez vite, avec des charges en portant ce qu'on appelait des trags, c'est-à-dire des caisses en bois lourdes avec des brancards, un homme devant, un homme derrière. Et on nous faisait courir. Et on avait des chaussures qui avaient une semelle de bois rigide, avec de la toile au-dessus qui nous blessait et qu'on perdait dans la boue. Et bref, c'était l'affolement. On était épuisés par le travail, on était effrayés, on était battus, insultés. Et vous le racontez avec des mots très très sobres dans votre livre qui sort au Seuil, qui est sorti hier, Henri Borland. Vous racontez par exemple que il y a un des baraquements où vous étiez, où les chefs du baraquement, les capots étaient épouvantables. La nuit, lorsque vous alliez aux toilettes, si vous respectiez pas exactement la procédure, ils vous battaient toute la nuit, ils vous torturaient. Généralement, on était tellement affaibli le matin qu'on s'en sortait pas. Il a été écrit quelque part qu'il y a que 2 matricules qui ont subi cette torture et qui s'en sont sortis. Un des 2, c'est vous. Oui, ce livre a été écrit tout de suite au retour de déportation par un ami, Charles Papiernik.
Et voilà. Et vous citez parmi les 2 seuls qui ont survécu à ces séances de torture de nuit. Je suis un peu ému. et tout ça, on en vient à ce qui est absolument incroyable. Vous avez dit un capot, c'était un chef de baraque. Un chef de baraque. On en vient à la deuxième partie du récit, Henri Borland, qui est que quand vous rentrez, vous ne le racontez pas. Mais je raconte pas parce que c'est inaudible, ils peuvent pas l'entendre. Ils ont beaucoup souffert, ils ont été traqués. On a voulu les arrêter dans une seconde rafle et grâce au fait qu'un gendarme du village les a prévenus, le maire les a aidés. Bref, il y a eu ceux que j'appelle les justes, qui sont des gens... Là, vous parlez de votre mère et de vos frères et sœurs, hein, donc qui sont restés. Parce que, et donc c'est à eux que vous ne racontez pas en rentrant. Et à eux qui avaient souffert, qui s'étaient cachés, qui avaient souffert du fait qu'on avait enlevé leur papa, son mari à ma mère, et les aînés, et que ils ont été obligés de fuir, de se cacher comme des malheureux, sans papier d'identité, sans carte de ravitaillement, avec la peur d'être... Vous voulez dire que ceux qui n'ont pas été déportés ont pu souffrir aussi, mais vous, quand vous rentrez, vous êtes parti avec 2 de vos frères et sœurs, avec votre père, vous êtes parti à 4, vous rentrez seul, et vos autres frères et sœurs, vous étiez une famille de 9 au départ, vos autres frères et sœurs et votre mère ne vous disent pas, Henri, que sont-ils devenus les autres? Henri, qu'as-tu vécu pendant 3 ans à Auschwitz? Alors j'ai fini par le dire, puisque moi j'ai pu avoir la date de la mort, je ne sais pas comment ils sont morts, mais j'ai pu avoir la date par un ami que j'ai connu plus tard dans le camp et qui lui travaillait au bureau central. Donc il m'a donné la date du décès de mon père et de mon frère. Mon père a survécu environ 6 semaines, mon frère 3 mois et demi. Mais vous ne le racontez pas à vos autres frères? J'ai dû donner les dates, mais quand j'ai voulu l'écrire, je me voyais ni en train de le dire à ma mère, ils sont morts, ni en train de le lui laisser ignorer. Donc je ne sais plus comment ça s'est passé, mais ils étaient absolument incapables d'entendre, et moi j'attendais qu'on me pose des questions pour parler, et les questions ne sont pas venues, et je me suis tu, et seulement bien plus tard, 50 ans plus tard, quand à l'occasion d'une inauguration d'une plaque sur un endroit où on avait été emprisonné avant notre départ en déportation, quand j'ai voulu en parler, ils ne pouvaient pas l'entendre encore. Et une de vos sœurs, sentant que vous alliez pour la première fois parler de ça, s'évanouit. Elle est tombée 50 ans après. Hein, elle est tombée sur le sol et il a fallu la ranimer, et on a parlé d'autre chose. Vos proches, vos très proches, ne voulaient pas l'entendre. Vous-même, vous ne vouliez pas le raconter. Votre tatouage, votre numéro de déporté sur l'avant-bras, vous l'avez toujours caché. Vous avez porté des manches longues. Je l'ai caché longtemps, oui. Et pourquoi ? Parce que ça me désignait comme juif et que je trouvais que c'était trop dangereux de faire savoir qu'on était juif devant des gens qu'on ne connaissait pas et qui étaient des ennemis potentiels, des antisémites potentiels, des nazis potentiels. On avait vécu la guerre, on avait payé cher pour savoir que c'était grave d'être juif, et les antisémites n'avaient pas disparu par un coup de baguette magique après la guerre. Et ça, on peut l'entendre, Henri Borland, quand vous rentrez, vous avez 18 ans, vous êtes naturellement traumatisé, mais ensuite il y a les années 60, il y a les années 70, 80, 90, et vous gardez le silence encore toutes ces années-là ? Mais je gardais pas le silence. J'en parlais avec mes camarades de déportation. Seuls les déportés peuvent comprendre. Seuls les déportés pouvaient en parler entre eux. Mais bien sûr, parce que je le dis, vous savez, même quand on raconte, qu'est-ce que les gens peuvent imaginer ? Si je vous dis j'ai eu froid, j'ai eu faim. Faim pour quelqu'un qui a faim quand il saute un repas ou que, bref, on sait ce que c'est. Mais la faim de quelqu'un qui depuis des jours, des semaines mange insuffisamment, maigrit, fait des efforts prodigieux, etc., et qui va mourir de faim, parce que les gens, regardez dans les films qui ont été faits, les actualités, les cadavres qu'on voit, mais il n'y a plus que la peau sur les os, ils sont morts de faim, donc c'est une autre faim. Le mot faim pour un déporté veut dire autre chose que ce qu'il veut dire pour quelqu'un qui n'a que ce qu'on expérience lui a appris. Et donc si vous ne parliez pas, c'est parce que vous pensiez aussi qu'on ne pouvait pas comprendre.
Que si on ne l'avait pas vécu, on ne pouvait pas l'entendre, on ne pouvait pas l'imaginer. Non, je ne parlais pas parce qu'on ne me demandait pas de parler et parce qu'on n'arrête pas les gens qui vous demandent rien. Et il y en a, on entendait des récits, par exemple, j'ai raconté ça dans un texte que j'ai écrit il y a quelque temps. Il y avait une femme qui disait à chaque fois qu'elle voulait en parler en famille ou dans un repas autour d'une table entre amis, il y avait toujours quelqu'un pour lui dire Sarah, passe-moi le sel. Sous-entendu, parlons d'autre chose. Henri Borland, vous rentrez en 1945, vous avez 18 ans, vous venez de passer 3 ans à Auschwitz, vous entamez des études secondaires, puis des études de médecine, vous devenez médecin, vous exercez comme généraliste à Paris pendant des années, vous ne racontez donc toujours pas, ni à vos proches, ni à vos frères, ni à vos sœurs. Et puis finalement, ça vous rattrape quand même, cette affaire. Vous finissez par être rattrapé d'abord physiquement, par la tuberculose, puis par une dépression. Vous faites une psychanalyse, vous mettez du temps à vous en remettre. C'est après cette psychanalyse que vous comprenez que il va falloir que ça sorte, qu'il va falloir raconter. J'ai toujours pensé qu'il faudrait que ça sorte. Moi, j'ai cru que j'écrirais un jour. Mais bon... Ce jour, c'est aujourd'hui. Hein. Il sort aujourd'hui, le livre. Ouais. Mais je ne suis pas écrivain. Et quand alors j'ai beaucoup parlé. À partir du moment où j'ai commencé à parler, j'ai pu arrêter. J'ai commencé à parler pour un petit groupe... présidé par Annette Viviurka, l'historienne. C'est-à-dire qu'en gros, pardonnez-moi, en gros, à partir de 92, là, vous vous dites, bon, il va falloir que je témoigne. Vous témoignez en public, vous témoignez devant des instituts de mémoire de la Shoah, devant des étudiants, des lycéens parfois, mais vous ne racontez toujours pas, ni à vos frères, ni à vos sœurs, ni à vos 2 filles aînées. Vos 2 filles aînées n'ont toujours pas entendu de votre bouche ce qui vous est arrivé? Non. Pas directement, non. Et toujours pas aujourd'hui? Non, mais aujourd'hui, elles ont le livre et elles vont le lire, et mes frères et sœurs aussi. Et je sais qu'ils l'ont reçu ce matin. Vos filles, vos frères et vos sœurs ont reçu le livre ce matin, ils ne l'ont pas encore lu, en tout cas, ils ne vous ont pas encore dit ce qu'ils ont pensé. Pas encore. Il s'est passé 68 ans. Ma fille aînée, Danielle, a lu le manuscrit. Quand il a été terminé, avant... et que au Seuil ils ont accepté de le publier, je lui ai envoyé le manuscrit, donc elle l'a lu. Et mais vous savez, au bout d'un certain temps, il savait des choses, pas directement de ma bouche, mais quand même il y a eu des commémorations. Je sais que mon frère, jusqu'au 60e, la commémoration du 60e anniversaire de la Shoah, il n'avait jamais pu regarder ni écouter. Dès qu'on parlait de ça, il pouvait pas, il supportait pas. Non, mais c'est-à-dire qu'évidemment, vos proches ont fini par savoir ce qui vous est arrivé dans les grandes lignes, mais dans le détail. Mais pas de ma bouche. Pas de votre bouche et pas dans le détail, comme vous le racontez dans ce livre. Merci d'avoir survécu. C'est-à-dire que vous n'avez jamais pu leur dire par oral et qu'il a fallu attendre 68 ans après la RAF, puisque ça va faire 68 ans cet été, pour que vous trouviez la force de le mettre par écrit. Et peut-être ce soir, ils sont en train de nous écouter. Et donc, c'est quand même incroyable de penser que vos filles, vos 2 filles aînées, il faut que ça passe par la radio, il faut que ça passe par un livre pour que vous puissiez leur décrire l'enfer de ce que vous avez vécu. Je ne sais pas quoi vous répondre, mais c'est ce que j'ai constaté. Une fois, ma fille Danielle était à table avec moi, avec son mari, et lui m'a posé des questions, et j'ai répondu. Et au bout de quelques instants, elle a commencé à pleurer, à faire une vraie crise de nerfs. Il a fallu que je me taise et qu'on parle d'autre chose. C'est insupportable pour ceux qui ont souffert dans leur chair, dans leur famille. Cette histoire, c'était l'histoire de son papa. C'était pas supportable. Alors, ce qu'ils vont apprendre, vos filles et vos frères et sœurs, ce qu'ils sont en train d'apprendre en lisant ce livre qu'ils ont reçu ce matin, c'est que si vous en êtes sortis, donc seul rescapé parmi les 6000 enfants juifs de moins de 16 ans déportés à Auschwitz durant l'année 42, donc c'est-à-dire très très tôt, 5999 morts et un rescapé, c'est vous, c'est que vous étiez costaud. Hein. Vous étiez costaud, non pas physiquement, mais vous étiez costaud dans votre tête. J'étais sûrement doué pour survivre, mais je sais pas l'expliquer parce que c'était pas logique, parce que j'étais pas adapté à ça. J'étais très jeune, j'étais un peureux, j'étais pas bagarreur du tout.
je n'aurais pas parié sur ma survie et j'ai eu toutes les maladies du camp. Dès le début, j'ai attrapé le typhus. J'ai eu la dysenterie, comme presque nous tous. Et d'avoir les maladies tôt, c'était une chance, parce qu'on en survivait plus facilement que si on les avait plus tard, lorsqu'on était plus affaibli. Vous l'expliquez dans le livre. Je dis que c'est peut-être une raison. Ouais. Vous étiez aussi croyant, vous aviez une foi, vos parents étaient juifs, immigrés de Russie, mais vous aviez été élevé dans une école catholique. En réalité, vous étiez chrétien. Persécuté parce que juif, mais chrétien, et le soir vous faisiez les prières chrétiennes, c'est-à-dire les prières de vos bourreaux. C'était un juif qui priait. Et c'est un juif qui priait. Mais c'est un juif qui priait le Dieu des chrétiens. J'ai envie de vous dire que le Dieu, s'il existe, qu'on l'appelle comme on veut, c'est toujours le même. Bref, je priais comme j'avais appris, comme je croyais à l'époque. Et oui, j'ai cru jusqu'à ce que je commence à étudier, à lire en classe de philo, etc. Bon, c'était oui, j'ai cru ce qu'on m'enseignait à l'école. Il était temps que vous parliez, Henri Borland, 68 ans après. Ça aurait quand même été dommage que vous ne racontiez pas tout ça. Moi, en tout cas, je vais le raconter à mes enfants et peut-être qu'ils le raconteront à leurs enfants, parce que c'est une page d'histoire que vous avez vécue et que dans quelques années, il n'y aura plus de témoins directs. C'est pas seulement une page d'histoire, c'est la page peut-être la plus dramatique de l'histoire de l'humanité. Vous en êtes un survivant et vous vous décidez enfin à le raconter à vos lecteurs et à vos proches. Donc merci d'avoir survécu, Henri Borland, un livre qui est sorti aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, vraiment. Merci à vous. Sur les 1,1 million de personnes assassinées à Auschwitz, 1 million d'entre elles étaient juives. Depuis la Shoah, l'antisémitisme a continué à tuer. En France, en 2012, Mohamed Merah assassine 4 personnes devant une école juive dans le quartier de la Roseraie à Toulouse. 3 ans plus tard, en janvier 2015, 2 jours après les attentats de Charlie Hebdo, Amédi Koulibaly prend en otage l'hypercachère de Vincennes. Il tue 4 personnes, toutes juives. C'est dans l'écho de cet attentat que sont célébrés les 70 ans de la libération d'Auschwitz. À cette occasion, Roman Kent, rescapé de ce camp d'extermination, appelle à un devoir de mémoire tout en interpellant les leaders du monde. C'est la clé de mon existence. Nous, les survivants, ne voulons pas que notre passé soit le futur de nos enfants. Et si vous, les leaders du monde, vous vous souvenez, alors l'Holocauste et d'autres atrocités comme les récentes attaques à Paris n'auront plus leur place à la surface du globe. Les attentats de Paris sont donc évoqués ici à Auschwitz. Les Français dans l'assistance y sont sensibles, comme la survivante Yvette Lévy, pour qui souvenir et actualité se mélangent douloureusement. Pour les nazis, on ne comptait pas, on était une sous-race des sous-hommes, les pires, les boucs émissaires de tous les crimes. Et là, je me suis dit, ça recommence encore une fois. Rescapée d'Auschwitz, Simone Veil a joué un rôle majeur dans la mémoire de la Shoah. Sur son épée d'académicienne, l'ancienne ministre de la Santé avait même fait graver son numéro de matricule, tatoué sur son avant-bras son arrivée dans les camps. Un symbole fort pour ne pas oublier la barbarie nazie. Europe 1, au cœur de l'actu. Virginie Giraud. En 2007, dans son autobiographie Une vie, Simone Veil racontait l'enfer qu'elle avait vécu à Auschwitz avec sa mère et sa sœur. Je vous propose d'écouter l'entretien qu'elle avait alors accordé à Jean-Pierre Elkabbach sur Europe 1. Vous vous êtes décidé, j'ai envie de dire enfin, à publier vos mémoires et vous avez eu raison. Simone Veil, bienvenue et bonjour. Bonjour. Et je vais dire comme Jacques Pradel, Madame Simone Veil. Et puis votre présence permet aussi de traiter l'actualité de haut. Et vous vous excusez au début de votre livre auprès de Maupassant d'avoir emprunté le titre d'un de ses romans, Une vie, pour décrire un parcours qui ne doit rien à la fiction. Eh bien ça non, c'est une vie exceptionnelle dans notre histoire. Et en plus, je pense que vous n'aimez pas tellement qu'on vous le dise. Ou qu'on vous flatte? Non, parce que je pense que d'abord c'est pour partie les conséquences de la déportation qui ont fait que, comme nous sommes rentrés très peu nombreux, il faut dire, après un long temps d'oubli de ce que nous avions vécu, on a tout de même intégré dans notre curriculum vitae ce que c'était que la déportation et qui donne un devoir aujourd'hui.
Oui. Alors ça commence dans un paradis à Nice, une enfance et une famille heureuse, juive, laïque. Et puis arrive la déclaration de guerre, Pétain, Vichy, la Gestapo, les dénonciations, et la famille qui est arrêtée, vous dites d'une manière absurde, bête. Oui, tout d'abord, j'ai été imprudente. J'avais des faux papiers. Je pensais que ces faux papiers me protégeaient. J'avais été passer mon bachot, qui était très avancé à Nice parce qu'on pensait que Nice allait être évacuée. Et le lendemain, je suis sortie avec mes faux papiers, et j'ai été arrêtée. Et par un ensemble de ratés, on peut dire, de choses vraiment tragiques maintenant. Mon frère, qui n'allait jamais à l'endroit où j'avais été caché, où j'habitais moi-même, y est venu parce qu'il avait eu un rendez-vous avec ma sœur qui n'était pas au rendez-vous, et toute la famille s'est trouvée arrêtée. Vous parlez du bac, vous aurez les résultats de votre bac à votre retour. Oui. Alors je pensais toujours, d'abord on pensait à ne pas rentrer, et puis on avait autre chose à penser. Mais sur le futur. Avant le retour, il y a le départ de Nice, le 7 avril 44, vous avez 16 ans, pour Drancy. Et là, vous n'aviez jamais entendu, vous le racontez, de chambres à gaz, d'extermination, de fours crématoires. On n'entendait pas ça là-bas. On était très inquiets, mais au fond, on savait pas du tout. On pensait tout de même, ou on voulait croire qu'on restait en Allemagne pour travailler, que c'est ce qu'on disait. C'est ce qu'on disait. Et, je pense que peut-être, sans doute, quelques personnes à Drancy étaient au courant, mais très peu. Beaucoup moins qu'on ne le dit, et que de toute façon personne ne voulait le diffuser, et en tout cas les Allemands eux-mêmes faisaient tout pour qu'on ne le sache pas, en se disant que sans ça entraînerait dans les trains des révoltes. Oui, Drancy-Auschwitz, 2 jours et demi de train, et chaque instant est resté gravé dans votre mémoire, sûrement. Oui, bien sûr. Avec des images très fortes. Et vous dites l'enfer. Vous allez en effet en enfer, mais vous ignoriez qu'il y aurait un retour en France 13 mois après, un retour comme une sorte de miracle. Vous racontez que vous avez été protégé par la chef de camp, la doyenne du camp, qui était une ancienne prostituée polonaise. Elle vous a sauvé, vous dites, sans contrepartie. Elle vous a sauvé. Oui, mais oui, elle m'a sauvé. Elle a sauvé aussi ma mère et ma sœur, parce que naturellement, nous étions toutes les trois entrées dans le camp, ce qui était assez exceptionnel. La plupart de mes camarades qui avaient le même âge que moi, leur mère n'est pas entrée dans le camp. Nous sommes restés ensemble. Et naturellement, quand elle m'a dit, je vais t'envoyer dans un commando, dans un petit camp à côté, où tu auras des chances de survivre. Et je lui ai dit, nous sommes 3, nous partirons toutes les 3. Et elle a accepté. Elle a accepté. Et alors à un moment, j'ai eu un grand moment d'angoisse, parce qu'avant de partir pour ce commando, on est passé devant Mengele, qui était celui qui faisait toujours les sélections. Et maman avait été opérée de la vésicule biliaire pas tellement longtemps avant. Elle était très maigre, elle était en mauvais état, et j'ai vu un moment, il a mis de côté en disant non, elle ne peut pas. Et vous saviez déjà qui était l'horrible Mengele. Mais oui, parce tout le monde le connaissait au camp. On savait que c'était lui qui faisait les sélections, et d'ailleurs, quand on descendait du train, c'est bien devant lui qu'on passait. Et sélectionné. Voilà. Simone Veil, quelques rescapés ont témoigné, mais votre récit est poignant. C'est vrai qu'on vit avec vous à Auschwitz-Birkenau, si c'est possible. On souffre, on a peur, et ce qui frappe, ce sont les odeurs qui sortent de la cheminée des crématoires. Et ça, devait être terrible. Oui, c'est-à-dire que quand on arrive, qu'on descend du train, qu'on est enfermé dans une grande baraque où il n'y a rien du tout, où on nous déshabille, on nous prend tous nos bijoux, en même temps, c'est tout de suite la première chose, c'est de raser ou de couper les cheveux très courts, c'est aussi de nous mettre un numéro sur le bras. Alors le numéro sur le bras, c'est très impressionnant parce qu'on dit c'est un tatouage, ça veut dire qu'on sortira pas d'ici, et puis qu'on n'est plus que des numéros, et puis on demande que sont devenus tous ceux qui étaient avec nous, les enfants, les gens âgés, et on nous montre la fumée, le crématoire, et on n'arrive pas à le croire. Sur le moment, on n'arrive pas à le croire. Oui. Mais pour vous, c'est plus lent à ce moment-là que pour les Hongroises qui vont arriver, et les Hongrois qui vont arriver en 1944 et qui vont aller directement dans les fours crématoires. La plupart. Et on voit les trains arriver, parce qu'à ce moment-là, les Allemands ont prolongé la voie de chemin de fer à l'intérieur du camp, de façon à ce qu'il arrive tout près du crématoire et que les gens y entrent directement. Et bon, on retrouve cela dans les premières pages du livre, c'était épouvantable. Il y avait de la solidarité dans les camps, mais vous dites, on se laissait pas voler sa soupe.
Hein, il fallait se battre. C'est-à-dire que, oui, il fallait se battre. Ouais. Il fallait se battre, mais parce que c'était pas les mêmes, c'était pas les camarades d'à côté, c'était pas du tout les Françaises qui étaient arrivées avec nous, ou même d'autres avec lesquels on était mélangés. C'était en réalité souvent des Ukrainiennes très violentes, qui étaient là depuis longtemps, qui avaient beaucoup souffert encore plus que nous, et qui n'avaient plus aucune retenue, puis nous connaissaient pas, on parlait une autre langue, ils arrivaient très vite, on avait même plan de rien faire. Mais moi je supportais pas, si maman avait été seule, elle se laissait, non pas par faiblesse, mais parce qu'elle disait, si elle me vole ma soupe, c'est qu'elle a encore plus faim que moi. Je disais, c'est pas acceptable. Oui. Vous deviez témoigner, mais en même temps, nous, il faut lire. Mais combien de temps, Simone Veil, il vous a fallu pour sortir du cauchemar au retour? Je crois qu'on n'en sort jamais complètement. On n'en sort jamais complètement, on y pense tout le temps. On y pense beaucoup. Moi, pendant très longtemps, je me suis dit, sur mon lit de mort, c'est à ça que je penserais. C'est tout le temps, il n'y a pas de jour où je pense. Et en même temps, quand on se revoit entre déportés, on se voit souvent. Je dirais que mes amis les plus proches, ce sont deux amis de là-bas, Marceline Oridan et puis un homme parce que j'étais à un moment dans un camp où il y avait des Français, quelques Français, on était femmes et hommes, avec la possibilité de se rencontrer au travail. Et ce sont les gens dont je me sens le plus proche quand j'ai envie de dire quelque chose de particulier et de rire. Car ce qui est très frappant, c'est quand on se retrouve entre anciens déportés, c'est à la fois tellement douloureux, mais en même temps, on le prend toujours avec une espèce de distance et d'envie de dépasser ce qu'on avait vécu. On est là. On a tellement pensé. En plus, vous êtes revenu. Voilà. Et vous confirmez d'ailleurs qu'à leur retour, les survivants ne peuvent rien raconter. Il y a comme un trou de plusieurs années en France. Ils n'intéressent pas. Et vous citez même votre mari Antoine, là, qui est là. Tant pis pour lui. Il veut pas en entendre parler, lui. Non, mais lui, ça le fait souffrir dans les familles. Il y a d'une part, pour nos familles, c'est une grande douleur de nous entendre. Donc, ils préfèrent qu'on n'en parle pas. Ils parlent d'autre chose immédiatement. Et quant aux autres, très souvent, ils veulent pas nous entendre ou bien ils nous demandent des choses absurdes. Et Simone Veil, vous racontez cette scène inouïe lors d'une soirée. Un haut fonctionnaire, un abruti, on peut le dire, regarde votre numéro de déporté sur votre avant-bras et vous demande « Ah, c'est votre numéro de vestiaire, ça ?» Oui, absolument. Un haut fonctionnaire. Un haut fonctionnaire qui était, à ce moment-là, nous étions en Allemagne, et il m'avait demandé de l'aider à passer les petits fours ou n'importe quoi. Il ne savait pas, lui. Et il a demandé ça. Alors après, il a dit que c'était pas vrai, mais enfin, j'étais pas folle. Oui. Et pendant longtemps, il fallait cacher le numéro. Oh, pendant longtemps, les gens posaient des questions tellement désagréables. Donc on portait des manches longues, même l'été. Oui. Et vous vous souvenez de votre numéro? Oui, bien sûr. 78 651. D'ailleurs, pour être sûr, pour certaines choses dans la maison où j'ai besoin d'avoir un numéro, celui-là, je suis sûr de m'en souvenir. Et puis sans avoir à regarder mon bras. Et vous dites pas 78 651, vous dites 78 651. Oui. Quand vous revenez, vous revivez, puis vous entrez dans l'administration, vous faites vos études, vous venez progressivement à la politique, vous entrez dans un gouvernement sous le président Giscard d'Estaing, le premier ministre Jacques Chirac. Après, vous allez 2 fois ministre de la Santé, avec un président Mitterrand et un premier ministre Édouard Balladur. Bon, on va vite, mais le grand combat, c'est pour la cause des femmes avec Gisèle Halimi, Michel Poniatowski, Lucien Neuwirth, c'est-à-dire des hommes de droite. Quelle image vous gardez encore aujourd'hui de ce moment-là, tellement important pour l'histoire, et pas seulement des femmes? Quels mots vous en gardez? Oui, juste une observation, très vite. Lucien Neuwirth, je viens de lire ses mémoires qu'il a publiées, et j'ai découvert que c'était un homme extraordinaire, qui avait fait pendant la guerre, à partir de l'âge de 16 ou 17 ans, des choses extraordinaires. Il a été un grand résistant, il a été très fusillé, grand résistant, il a été fusillé, et on est venu lui mettre, un officiellement lui a mis une balle, et ils l'ont pas tué. Et il est tellement modeste, qu'il n'en parle jamais. Et c'est pour ça que je tiens à le lire. Il se trouve que j'ai lu son livre avant. Et hier, ça, c'est le combat de l'IVG, on en parlera, ou on en a parlé, mais aujourd'hui vous êtes libre, vous dites ce que vous voulez, on va pas parler de politique. Mais une seule chose, le cardinal Lustiger, dont vous étiez devenu l'ami, vous avez demandé de prendre la parole le jour de ses obsèques sur le parvis de la cathédrale, et pour rappeler qu'il était juif. La hiérarchie de l'Église a refusé. Qui? Vous savez qui? Je ne sais pas. Je sais que c'est le cardinal qui m'a téléphoné lui-même, enfin celui qui est devenu cardinal, et je n'ai pas pu savoir. Je n'ai pas pu savoir ce que c'était, puisqu'en définitive, quelqu'un d'autre l'a fait.
à ma place, mais que j'ai été écarté. Ouais. Et vous savez pas pourquoi? Non. Eh bien, écoutez, on demandera à Monseigneur André XXIII, le moment venu, de le dire. Pour les Clinton, les Nelson Mandela, le roi d'Espagne, les Bush, les chefs de l'Afrique ou du Proche-Orient, pour les Français, Simone Veil, c'est un destin et un caractère, même si vous rougissez, c'est comme dit Paris Match, une rebelle à l'esprit indépendant. Avec tout ce que vous êtes pessimiste? Non, je suis optimiste. Je suis optimiste. Moi, quand j'entends aujourd'hui tout le monde dire jamais la planète n'a été aussi en danger, jamais le monde n'a été aussi horrible, et que je pense aux 2 guerres mondiales, où ce sont les Européens qui ont mis le feu, on peut dire, à toute la planète, je trouve qu'on ferait bien d'être beaucoup, beaucoup plus modeste et de constater que bien sûr il y a encore aujourd'hui, on parlait du Darfour, c'est épouvantable ce qui s'y passe, il y a un certain nombre de drames, mais je trouve que nous Européens on fait toujours la morale aux autres, on voudrait, alors qu'on a été pendant très longtemps les colonialistes, qu'on n'a pas préparé souvent ces peuples à avoir leur indépendance, ils l'ont pris eux-mêmes, alors ça me choque beaucoup et je suis optimiste. Je suis optimiste parce qu'en défi, je suis sans illusion, mais je suis optimiste parce que je trouve qu'au contraire, il y a un certain nombre de choses qui sont mieux comprises, sur lesquelles on se penche, qui nous posent des problèmes nouveaux, bien sûr, mais au moins on les appréhende alors qu'on les appréhendait pas. Quelqu'un qui vous connaît bien et qui vous voit souvent dit Simone Veil, elle crée une révérence instantanée de toutes les générations, garçons et filles, elle aide à se repérer comme une mère universelle. C'est trop ça, une mère universelle? Oui, c'est un peu beaucoup. C'est un peu trop. Beaucoup, là. Même beaucoup trop. Oui, mais c'est un peu vrai, non? Bon. Eh bien, écoutez, bonne journée, merci. On parlerait longtemps avec vous. On n'hésite pas à dire, dans certains cas, qu'on n'aime pas, qu'on critique, etc. Mais quand on admire, moi je suis modestement, comme Albert Camus disait, j'ai beaucoup de plaisir et j'aime dire que j'admire. Ben voilà. Dans son combat pour le souvenir de la Shoah, Simone Veil s'opposait avec force aux négationnistes. Ainsi, en 1978, quand Louis Darquier de Pellepoix, ancien commissaire général aux questions juives sous le régime de Vichy, déclare lors d'une interview donnée à l'Express qu'à Auschwitz, on a gazé les poux, Simone Veil ne peut s'empêcher d'intervenir. Et pour cela, elle a choisi le micro d'Yvan Levet sur Europe 1. Madame le ministre, vous avez protesté contre la diffusion par FR3 du film consacré à Eva Braun. Est-ce que vous protestez aujourd'hui contre la publication par l'Express de l'interview justification de M. Darquier de Pellepoix? Que faut-il faire selon vous pour éviter que demain, les historiens mettent en parallèle le bilan du nazisme et ses soi-disant témoignages? Enfin, dans ces conditions, ne devriez-vous pas insister pour qu'on puisse projeter désormais à la télé Holocauste? Alors, tout d'abord, si j'ai donné mon sentiment sur l'émission concernant Eva Braun, c'est parce que j'étais interrogée à l'Assemblée nationale et que je devais répondre. Je ne pouvais pas cacher mon sentiment personnel. Alors, en ce qui concerne cette interview de Darquier de Pellepoix, je pense que la rédaction de l'Express a dû beaucoup hésiter. Ayant cette interview, il y avait 2 positions. Ou bien passer sous silence ce que pensent des gens comme Darquier de Pellepoix, ou bien jeter ce cri d'alarme, car au fond, c'est bien comme ça que j'ai compris l'interview de l'Express, et il n'y a aucune ambiguïté sur ce que pense le journaliste dans la façon dont il interviewe Darquier de Pellepoix sur le fait qu'il est horrifié par les propos qui sont tenus. La seule question, alors, ce qu'on peut se poser, est-ce que c'est bon, est-ce que c'est mauvais de jeter des cris d'alarme dans ce genre, et surtout de donner une tribune à Darquier de Pellepoix. Alors, si on pense qu'il y a vraiment un renouveau, un risque de revoir le nazisme, peut-être est-il bon d'alerter l'opinion sur ce danger. Et pour ma part, peut-être ce que je regretterais, c'est d'avoir fait un peu trop confiance au lecteur et d'avoir pensé que peut-être lui-même, il rectifierait sur l'ensemble de ce qui est dit et sans doute, ou bien quelques photos, ne laissant planer aucune ambiguïté sur les faits qui se sont passés et dont Darquier de Pellepoix disent que c'est de la publicité juive, que tout ça est mensonge, ou bien un tout petit commentaire aurait peut-être permis aux lecteurs hésitants, car il y a des jeunes, puis il y a des gens qui ont toujours nié un certain nombre de choses, de savoir tout de même que les choses n'étaient pas comme Darquier de Pellepoix le dit. Oui, alors justement, vous êtes là ce matin et vous êtes là, pourquoi le cacher? Vous êtes là en partie pour ça. Vous n'aimez pas tellement témoigner sur cette époque, mais enfin, puisque M. Darquier de Pellepoix ose dire que à Auschwitz, c'était quoi? C'était du linge qui séchait et qu'on gazait les poux, vous vous y êtes trouvé. Oui, mais alors je crois que Darquier de Pellepoix, en réalité, sait très bien que c'est vrai. Car il ne nie pas du tout les déportations, il ne nie pas le chiffre, il nie qu'on les ait gazés. Mais qu'est-ce qu'ils sont devenus, ces gens? Ils ne prétendent pas qu'ils vivent toujours en Pologne, ils ne prétendent pas qu'ils sont rentrés.
Donc, au fond, c'est uniquement les modalités selon lesquelles ces gens sont morts. Ils s'enferment. Et je crois que simplement dans la logique de son système, puisqu'il assume complètement le système, il n'ose pas aller jusqu'au bout et dire oui, on les a gazés, mais il le sait au fond de lui-même. Je crois qu'il y a vraiment, si on veut bien lire son article, aucune ambiguïté. Non, il parle de trucage, il parle de mensonges, il conteste les chiffres. Oui, enfin, à peine. Parce qu'il ne dit pas du tout, mais les gens n'ont pas été déportés, ou les gens sont rentrés en très bonne santé. Bon, il n'essaye pas du tout. Lorsque, pour répondre au livre de Klarsfeld qui vient d'être fait, qui donne convoi par convoi le nom de tous les gens et comment ils sont morts, il ne répond pas. Que faut-il faire aujourd'hui, selon vous, madame, pour éviter que les historiens mettent demain en parallèle le vrai bilan du nazisme avec des témoignages comme celui-là? Parce que c'est pas le seul, hein. Il n'est pas le premier, monsieur. Oui, alors c'est une question que se pose un certain nombre de déportés qui sont rentrés, il y en a de moins en moins, et puis aussi des familles de déportés. Et c'est un vrai problème. Et j'en parlais récemment avec des camarades de déportation, nous demandions si ce n'était pas le moment, avant que nous ayons tous disparu, et tout de même ça n'est pas si long, d'essayer de recueillir des témoignages très précis, de faire un livre document. Il y en a eu, mais toujours pas absolument dans cet esprit. Il y a cet ouvrage très important de Klarsfeld dont je parlais, qui est très sec et qui restera au fond comme un ouvrage destiné, je dirais, aux initiés, aux familles. Moi, je dirais que c'est comme ça que j'ai appris. Il y a donc très peu de temps comment mon père et mon frère étaient morts. Je ne savais absolument rien. Mais c'est resté dans un milieu très, très limité. Ça ne parle pas de la même façon. Peut-être faut-il se donner la peine, même si nous-mêmes nous trouvons que c'est difficile, que c'est une grosse astreinte, d'essayer de recueillir des témoignages quand il en est temps. Vous seriez prête à témoigner directement? Oui, je l'ai fait il y a quelque temps. Ce qu'a été votre expérience d'Auschwitz? Je l'ai fait il y a quelque temps, ça m'était très pénible pour une chaîne de télévision américaine qui qui prépare un film de document. Et j'étais très occupée, et puis ça m'est très désagréable, mais j'ai trouvé que je n'avais pas le droit de refuser de témoigner. Et vous le feriez en France? Ah oui, certainement. Dans ces conditions, est-ce que vous ne pourriez pas insister aujourd'hui pour qu'on puisse projeter à la télévision française l'Holocauste? Et puis je voudrais aussi vous demander ce que vous pensez, alors là c'est au ministre que je parle, des gouvernements successifs qui permettent à M. Pellepoix de vivre tranquille, hein, et de ne pas avoir demandé son extradition. Oui, alors en ce qui concerne le film Holocauste, vous me dites est-ce que vous ne pourriez pas insister? Je veux dire que je n'ai aucun pouvoir en la matière. Les chaînes de télévision, c'est ce que j'ai dit l'autre jour, achètent les films qu'elles souhaitent et vraiment elles sont complètement indépendantes. Il y a des problèmes à la fois de programmation, des problèmes financiers qui se posent à chacun des responsables de chaîne. Ça n'est donc pas mon problème. Mais puisqu'il faut témoigner et puisque les autres... Alors, Darquet de Pellepoix et ses amis témoignent. Oui, alors, mais ce que je trouve, personnellement, je n'ai pas vu le film, mais j'ai des proches, ma sœur qui a été déportée l'a vu, mon fils l'a vu, et m'ont dit que c'était un film passionnant. Pas tellement d'ailleurs sur la télévision, sur la déportation, mais sur le processus du génocide. Comment il avait pu se produire, comment les gens avaient été piégés et s'étaient trouvés tout d'un coup dans les camps, alors qu'ils s'estimaient, là, il s'agit des Allemands, de bons Allemands, qui étaient tout à fait intégrés, et comment ils avaient cru que ça ne leur arriverait jamais, et puis c'était arrivé, et que vraiment ça démontrait comment, dans une époque normale, des gens normaux pouvaient tout d'un coup être entraînés dans ce processus du nazisme. Alors, je voudrais bien d'ailleurs préciser ceci, c'est qu'Holocauste, d'après ce qu'on m'a dit, n'est pas du tout un film anti-allemand, c'est pas du tout dans un esprit de revanche vis-à-vis des Allemands qu'il faut présenter, que je souhaite qu'on présente un film de ce genre et qu'on le montre. C'est pour montrer comment un système qui peut se produire dans n'importe quel pays et avec n'importe qui peut arriver à un phénomène de génocide. Et je crois que c'est vraiment ça. D'ailleurs, des génocides, actuellement, on en vit. Ce qu'on dit du Cambodge est épouvantable. Et ce qui s'est passé, il n'y a pas que les Juifs, ce qui s'est passé avec les Tziganes, ce qui s'est passé autrefois avec les Arméniens. Ce qui se passe avec les Nord-Africains aujourd'hui dans certaines petites villes de France. Oui, enfin, on n'en est pas là encore au génocide, mais on est tout de même à des choses épouvantables, comme vous venez de le dire. Alors, je crois qu'il faut alerter. Et que ça n'est pas du tout revenir sur le passé, vouloir une revanche. C'est simplement éviter que des choses de ce genre se reproduisent. Alors, en attendant qu'un président de chaîne achète et propose aux téléspectateurs Holocauste à la télévision, est-ce qu'on ne devrait pas extrader ce monsieur?
Oui, alors je ne sais pas du tout, je pense que de toute façon, les faits sont prescrits, je ne crois pas qu'il tombe, enfin il faudrait étudier juridiquement comment le problème se pose. Est-ce qu'il y a eu une demande ou non d'extradition? Est-ce qu'il y a une convention d'extradition avec l'Espagne? Je ne sais pas du tout. Moi je souhaite en tout cas pour ma part que M. Darquier de Pellepoix vive dans l'angoisse et le remords. Le remords, je ne crois pas, son article démontre qu'il n'y en a aucun et qu'il n'a rien compris et qu'au contraire il se justifie lui-même. D'ailleurs peut-être est-ce une façon d'apaiser ces remords que d'essayer de se justifier dans la théorie. Mais je souhaite pas du tout qu'il soit assassiné, qu'il soit jugé, je ne veux pas sa mort, mais je souhaite qu'il ne soit pas tranquille au fond de lui-même. C'est ça qui est important. À quelques mètres des baraquements et des fours crématoires, vivait paisiblement le principal commandant du camp d'extermination d'Auschwitz, Rudolf Höss, avec sa famille. Europe 1, au cœur de l'actu. Virginie Giraud. En 2015, lors des commémorations de la libération des camps, l'un de ses petits-fils, Rainer Höss, racontait pour Europe 1 devant une classe de collégiens le quotidien de sa famille à 2 pas de la barbarie nazie. Rudolf Höss, commandant, fondateur d'Auschwitz. Donc les camps de crémation, tout ce qu'on voit là, c'est votre grand-père? Oui, il l'a construit, fondé, imaginé. Sans lui, pas de zyklon B, pas de four crématoire. Quel regard vous portez sur votre grand-père? C'était un monstre, je ne l'ai jamais vu autrement, un criminel de masse. Moi je voudrais savoir à quel moment dans votre vie vous avez su que vous étiez le petit-fils d'eux. Précisément à l'âge de 14-15 ans, quand j'ai lu un livre intitulé « Le commandant d'Auschwitz ». Il était dans la bibliothèque à la maison. Et au moment où je me suis intéressé, mon père me l'interdit. Alors quand il quittait la maison, je le lisais quand même. J'ai aussi lu un livre d'historien intitulé « Hommes et femmes d'Auschwitz ». C'est alors que j'ai compris de quelle famille je venais. Et j'ai décidé de quitter la maison. Est-ce que votre père partageait l'idéologie de votre grand-père? Oui, jusqu'à aujourd'hui, il est d'extrême droite, comme le reste de ma famille d'ailleurs. En 1985, quelque temps après la naissance de mon fils aîné, j'ai complètement coupé les ponts avec ma famille. Je ne pouvais pas vivre avec cette idée que mon grand-père m'avait laissé comme héritage des fours et des cadavres. Est-ce que vous avez des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, il a suivi les autres. Je suis le seul à avoir quitté la famille. Et comment vous avez fait pour sortir de ce système de famille? Il n'y a que 2 solutions. Soit on reste dans le système, et alors on aime sa famille, on croit et on fait ce que les autres croient et font. Ou bien, on n'aime pas sa famille. Moi, ma jeunesse est jalonnée de violence. Chez nous, à la maison, c'était pas l'amour, pas l'affection. Mon père était un dictateur. Je vous donne un exemple. Ça s'est passé quand j'avais 9-10 ans. Avec un de mes voisins, un ami. Je ne savais pas que sa famille était juive. Pour moi, c'était juste un ami. Un jour, son père m'a demandé si je voulais passer les fêtes de Pessah avec eux à la maison. J'ai répondu qu'il fallait d'abord que je demande la permission. Je suis donc rentré voir mon père. En réaction, il m'a cassé le nez, cassé le bras. Et puis il a accroché un panneau sur notre portail. Il y avait écrit « Ici, on ne veut pas de juifs ». Vous avez vu les ruines de 2 crématoriums qui étaient les plus grands, numéro 2, numéro 3. Ici, nous sommes dans la zone suivante, c'est-à-dire avec les baraques Canada. Les baraques n'étaient pas pour les prisonniers ici, mais pour les bagages des déportés. Alors, tout ce qui était dans les wagons, dans les valises des déportés ou dans les wagons, était ramassé par les... Rainer Höss, on arrive dans cette partie du camp qu'on appelle Canada. C'est quoi Canada? À l'époque, les nazis pensaient que le Canada était un pays riche, une sorte de paradis. Et ici, c'était pareil, plein de richesses. Et il y avait quoi alors dans ce Canada, dans cette partie du camp? Des vêtements de grande valeur, du mobilier de valeur, en fait tout ce que les déportés avaient pu emporter avec eux. Sur la rampe de sélection à l'entrée du camp, on montait ça dans des camions et ici des prisonniers étaient chargés de faire le tri. D'un côté les vêtements, de l'autre les bijoux, etc. Je crois que toute ma famille a les mains pleines de sang. Car depuis 30 ans que je mène l'enquête sur elle, j'ai retrouvé la preuve écrite de 598 commandes d'objets qui se trouvaient ici.
dans cette zone Canada. On appelait ça juste faire du neuf avec du vieux. Un autre exemple, mon oncle, qui est mort maintenant, il racontait qu'il tirait sur les prisonniers avec un lance-pierre. Ma famille savait très bien ce qui se passait ici. Ça veut dire qu'ici, à Canada, à quelques mètres du camp d'extermination, les enfants de votre père a joué quand il était petit. On s'est amusé ici? Oui, ils venaient faire leur petit marché. Au fil de mes recherches, j'ai découvert une anecdote. Quand j'étais petit garçon, j'avais une grosse veste grise en laine, très chic, que j'aimais beaucoup, qui sentait bien. Et un jour, je suis tombé sur une photo de mon père, gamin, à Auschwitz, avec la même veste. Alors j'ai remonté la piste, et dans la liste des vêtements saisis sur les déportés, j'ai retrouvé cette veste. Celle d'un enfant juif de 6 ans. Ma grand-mère l'avait vue et avait tout simplement dit « Je veux cette veste, donc je prends cette veste ». Et ma famille l'a portée pendant 3 générations. Rainer, racontez-nous, c'est quoi cette maison qu'on voit là, à 100 mètres? C'est la villa que mon grand-père a récupérée en 1940. Les Polonais qui y vivaient ont eu le choix. Il l'a laissé volontairement, ou bien finir au four crématoire, donc partir ou mourir. Ensuite, il a fait faire des travaux dans la villa, des agrandissements, on les voit d'ici, le toit, des vasistas. C'est lui qui les a dessinés. La villa de mon grand-père était quasiment en face du premier four crématoire sur le camp d'Auschwitz. Et jusqu'à des travaux en 1942, le jardin recevait directement les cendres des victimes brûlées. Ma grand-mère avait planté des fleurs, installé une petite serre avec des fraises, des légumes le long du muret, directement à 50 mètres du crématorium. Et à chaque fois qu'on brûlait des déportés, le vent déposait des cendres sur les fruits et les légumes. Et ma grand-mère disait « Lavez-les d'abord, vous ne pouvez pas les manger, il y a des cendres dessus. » Ce qui la gênait, c'était qu'il y ait des cendres humaines sur ces fraises. Oui, mais pas que ces gens aient été tués d'abord, elle n'en était pas émue. Et là, qu'est-ce qu'on voit juste Pour moi, c'est le plus bel endroit d'Auschwitz, là où on a pendu mon grand-père. C'est la Potence. Oui, sa Potence, le plus bel endroit du camp. Car on sait que c'est là qu'a pris fin son règne de brutalité. C'est le symbole de la fin du cauchemar pour vous ici? Non, mais c'est au moins la certitude qu'il n'a pas pu prendre la fuite comme tant d'autres. Rainer Höss, est-ce qu'il vous arrive d'avoir honte? Oui, régulièrement. Quand je parle à des survivants, des déportés, j'ai parlé avec beaucoup d'entre eux, environ 80. C'est toujours une honte d'apprendre ce qu'on a fait à ces personnes. J'ai honte. Que ma famille ait participé aux origines de l'Holocauste, ça fait très mal. Pour commémorer les 80 ans de la libération d'Auschwitz, la rédaction d'Europe 1 vous propose d'écouter les témoignages précieux des survivants issus des archives de la radio. Une série d'épisodes à écouter au cœur de l'actu sur le site et l'appli Europe 1, ainsi que sur toutes les plateformes d'écoute. Au cœur de l'actu. Écoutez également le récit et l'interview inédite d'Au cœur de l'histoire, consacrée à la libération des camps par l'Armée rouge.